Bonjour! Nous démarrons à présent une nouvelle série d'entretiens sur les moyens de communication chez le chien. Commençons par avertissement, généralité. Vous n'en avez pas parlé. Vous l'avouerai-je, nous avons un peu hésité avant de communiquer le présent article. En effet, vous allez découvrir qu'il ne fait que reprendre sous d'autres formes ce que nous avons déjà évoqué par ailleurs. Dit autrement, ce que nous allons aborder à présent pourra être considéré par les plus perspicaces d'entre vous comme des prolongements, voire comme des redites de précédents chapitres. Mais pour autant, ces prolongements sont-ils inutiles? Non, s'ils peuvent être l'occasion d'approfondissement et de mise au point. Et c'est donc ce que nous allons nous efforcer de faire. Nous éviterons peut-être de la sorte des reproches du type « vous n'avez pas parlé de ceci ou de cela ». Chaque être vivant reconstruit le monde. À quoi ressemble en réalité le monde qui nous entoure? Le fait est que nous n'en savons rien. En effet, tout ce que nous savons de ce monde est une construction, une imagination, un arrangement de notre cerveau à partir d'informations produites par nos sens, avec les erreurs, les imperfections de perception et leurs manques liés à la performance plus ou moins médiocre de nos sens. Rien ne prouve par conséquent qu'à partir d'un même environnement, mon cerveau et le vôtre construisent des mondes identiques. Il est même vraisemblable que ce n'est pas le cas. Rien ne démontre que je vois de la même façon que vous, que mon interprétation des couleurs soit la même que la vôtre, ou mieux encore, que nous attachions la même importance à tel détail. On devine par exemple que le monde d'un daltonien n'est pas strictement le même que celui d'un individu qui perçoit normalement la gamme des couleurs. Cette remarque valant pour tous nos autres sens. Un autre exemple. Supposons que nous nous trouvions ensemble enfermés dans un local, au sein duquel une alarme d'une certaine tonalité s'est trouvée déclenchée. Un son littéralement insupportable a déchiré au sens propre les tympans de toutes les personnes présentes. Toutes, absolument, à l'exception d'une seule, votre serviteur, qui, nullement incommodé, n'entend rien, mais absolument rien de cette alarme. Tout le monde souffre, veut se protéger les oreilles, et moi je me promène parfaitement à l'aise dans cet inconfort collectif. C'est que, petit talent de société, un lointain accident a privé mes deux tympans de toute capacité de résonance à certaines fréquences, que je n'entends par conséquent en aucune manière, si forte puisse-t-elle être. Et c'est là que je vous démontre que les mondes dans lesquels nous vivons peuvent n'avoir rien en commun. Je suis sourd pour certaines fréquences, vous l'aurez compris. Mais supposons que dans la pièce où nous continuons d'être relégués, quelque âme sensible se soit chargée de diffuser une douce mélodie de Chopin. Naturellement, la sirène stridente efface pour tous la douce mélodie. Pour tous, sauf pour moi, qui, quoique déclaré sourd, l'entend parfaitement sans la moindre gêne. Là comme ailleurs, vous et moi ne connaissons du monde que ce que notre cerveau nous en fait accroire, ce qui dépend d'abord de nos sens. Ce qui est presque une évidence pour les membres d'une même espèce, l'est plus encore pour des individus d'espèces différentes. La caverne du spéléologue qui s'éclaire à la lueur de sa lampe est sans doute un monde bien différent de la même caverne vécue par les chauves-souris qui perçoivent distance et obstacles à l'aide de l'écho d'ondes sonores qu'elles ont émises. Nous allons le voir, les chiens perçoivent des fréquences sonores totalement inaudibles pour nous. C'est-à-dire qu'un conducteur et son chien parcourent un même espace dans deux environnements sonores complètement différents. Comme il en est en réalité de même pour tous les autres sens. On peut en conclure que le monde construit par le chien et celui construit par son conducteur peuvent n'avoir que bien peu en commun. En fait, c'est presque miracle s'ils parviennent malgré tout à se comprendre au moins un peu. À moins que le secret des relations interspécifiques réussies soit le même que celui de toutes les autres relations réussies, une longue suite de malentendus, heureusement non résolus. Peu importe. Point n'est besoin de longs discours pour défendre que l'appréciation et la prise en compte de ces différences de perception ne puissent manquer de jouer un rôle particulièrement utile dans l'approfondissement et la qualité d'une relation interspécifique. Et c'est la raison pour laquelle nous allons tenter d'en parler ensemble. Déformation anthropomorphique.
Ambition légitime, bien sûr, mais dont il convient de reconnaître tout de suite les limites, sinon la vanité. S'il est déjà bien difficile d'imaginer le monde vu avec les yeux d'un autre, comment deviner ce qu'il en est perçu à partir de sens que nous n'avons pas, ou dont nous sommes très différemment pourvus? Une excellente illustration de cette proposition est d'ailleurs la manière dont la plupart des auteurs interprètent les relations de beaucoup d'animaux entre eux, et notamment les chiens. Pas de traité qui ne prétende expliquer ces relations entre ces derniers autrement que par des rapports de dominance. Or, nous l'avons dit, l'idée que certains chiens seraient nés pour dominer et d'autres pour être leurs esclaves est dépourvue de fondements éthologiques sérieux. C'est tout simplement vouloir appliquer de force à une autre espèce des concepts qui sont d'ailleurs déjà discutables pour notre espèce. Nous le verrons plus en détail, de telles lunettes rendent très improbable une interprétation correcte de ce que l'on appelle les mimiques et les postures observées. Les limites de l'approche éthologique concernant le chat et le chien. La difficulté que nous venons de signaler vaut pour toutes les espèces, mais à celle-ci s'en ajoute une autre, spécifique aux espèces domestiques et tout particulièrement le chat et le chien. L'influence de notre espèce, non seulement sur les comportements, mais aussi sur les morphologies ou encore le développement. Nous influençons la nature, volontairement ou non, consciemment ou non, par l'éducation d'une part, mais plus encore par la sélection, ou encore par la protection et la sécurité que nous apportons aux individus. C'est ainsi qu'il est souvent assez illusoire de vouloir expliquer certains comportements du chien par des observations faites sur le loup. Plus encore, comment prendre en compte certaines différences induites par la sélection? Qu'y a-t-il de commun, qu'on le veuille ou non, entre un chihuahua et un dog allemand? Entre un chien d'une race sélectionnée pour la chasse et un autre dont les ancêtres ont été patiemment repérés pour leur qualité bergère? Il y a plus encore. Incontestablement, les loups communiquent entre eux, au moins pour une part, par des mimiques faciales, des postures ou des gestes que nous analyserons. Or, dans bien des cas, notre pression de sélection ou d'autres interventions, otectomie, codectomie, ont rendu ces modes de communication totalement inopérants. Nous en reparlerons. Le sixième sens et tous les autres. Qu'est-ce que le sixième sens? Je n'en sais rien, bien sûr, pas plus que je n'ai d'informations sur le septième ou d'autres éventuels encore. Ce qui est certain, c'est que le fait que chez notre espèce de tels sens semblent inexistants ou presque complètement atrophiés ne démontre pas, loin s'en faut, que d'autres espèces n'en soient équipées, leur donnant accès à des informations dont nous ignorons tout par conséquent. J'ai déjà évoqué le système d'émission-réception d'ondes sonores des chauves-souris. Notons que d'autres animaux sont dotés d'un système équivalent, les dauphins par exemple. On pense aussi que certains animaux sont sensibles aux champs magnétiques terrestres. Les pigeons voyageurs disposeraient de cette faculté qui leur permettrait de s'orienter. Rien n'indique par conséquent que nous sachions tout de certaines capacités de perception des chiens et des chats, et il est même tout à fait raisonnable de penser que ce n'est en effet pas le cas. Ces préalables étant bien établis entre nous, nous pouvons désormais entrer dans le vif du sujet, ce que nous ferons dans un prochain entretien, en abordant cette faculté du chien dont nous sommes presque dépourvus, l'olfaction. Merci de votre attention et à bientôt.